Au menu ce soir, on disait que c'est un match que le Canadien ne pouvait pas perdre. Bien, il n'a pas réussi à renverser la vapeur, à moins qu'il nous réserve un miracle en troisième période. Enfin, un objectif atteint en santé, 500 000 nouveaux patients maintenant pris en charge par un médecin ou un GMF. Et un vote à 50 plus 1 ne serait pas suffisant pour une souveraineté. Les propos de Mark Carney font réagir 100 de l'Assemblée nationale. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère. Bienvenue au Débatteur. Autour de la table ce soir, on a Victor PL, Élisabeth et Jacinthe. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir PL, ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. Merci d'être là ce soir. Les mots de l'actualité, Élisabeth et Victor. Élisabeth, 50 millions. Alors, on a appris aujourd'hui de la part de la Ville de Montréal qu'on va investir 50 des 150 millions de dollars qu'on avait promis en campagne électorale pour la lutte contre l'itinérance. Alors, une tonne de mesures, en fait, qui ont été annoncées. C'est une première. C'est un investissement massif de la part de la Ville de Montréal. Alors, pour l'instant, les bottines suivent les babines. Oui. On va voir s'il va y avoir des beaux résultats de ça. C'est ça. Attendons les résultats maintenant. Victor, bâtiment. Bâtiment, parce que Jean Boulet, aujourd'hui, a annoncé que les modifications au code du bâtiment seront reportées d'un an. Des modifications qui avaient fait beaucoup parler parce qu'elles venaient augmenter considérablement le coût de construction. Espérons que la prochaine année serve à revoir ces codes-là, parce que sinon, dans un an, on aura une explosion des coûts assez dramatique dans le contexte actuel. C'est ça. Un bâtiment qui n'a pas vibré sous les acclamations de la foule ce soir, c'est le Centre Bell, le Canadien qui tentait de créer l'égalité dans sa série face à la Caroline. Dans ce match numéro 4, les Hurricanes qui ont rapidement gâché la fête. 3 buts rapides en première période. Ça refroidit l'ardeur des partisans, on s'en doute. Hein? On est maintenant en attente du début de la troisième période. À cette heure-ci, c'est 3-0 pour la Caroline. Vous voyez, ça crie pas fort hein? À l'extérieur du Centre Bell. D'ailleurs, notre collègue Lily Mercure est sur place avec son collègue vidéaste. On va aller les rejoindre un peu plus tard là, dans l'émission. Même quand c'est difficile, il ne faut pas perdre espoir. Hein? C'est ce que vous diront plus de 500 000 Québécois supplémentaires qui ont trouvé un médecin de famille ou un GMF. Il faut dire que c'était l'un des objectifs fixés dans l'entente conclue en décembre dernier entre les omnipraticiens et le gouvernement. Mais est-ce que ces patients pourront consulter rapidement? Pour y arriver, le réseau de la santé va devoir en fait s'adapter. Résumé, Laurence Royer. Des médecins de famille ou des groupes de médecine familiale ont ajouté plus de 556 000 patients, dont 220 000 vulnérables à leur liste. Mais est-ce que ça veut dire que tous ces patients pourront voir un médecin plus rapidement? Parce qu'en effet, on peut se demander si le réseau a les moyens d'absorber soudainement tous ces patients supplémentaires. Eh bien, selon le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens, la rapidité d'accès à un médecin va dépendre des besoins de chaque patient. Maintenant, il faut préciser certaines choses. La majorité de ces nouveaux patients inscrits sont affiliés à un groupe de médecine familiale, un GMF, plutôt qu'à un médecin. Ça veut dire que ces patients devront passer par le GAP pour prendre un rendez-vous plutôt que d'appeler directement leur médecin. Mais on assure que des ressources seront ajoutées dans les GMF pour pouvoir voir plus de personnes. Il faudra aussi une réorganisation du service. Aussi, il faut se rappeler que cet ajout de patients vient avec une compensation financière du gouvernement de 75 millions qui va servir à faciliter cette prise en charge. L'objectif était ambitieux, 500 000 patients, dont 180 000 vulnérables. Mais on peut dire, ce matin, mission accomplie. On veut passer à une première ligne qui est plus accessible. Et bien sûr, ça passe avec l'entente avec la FMOQ, avec l'accès à un médecin de famille qui est tellement important, mais aussi avec l'accès aux autres professionnels. Depuis le début, c'était clair que les médecins inscriraient 500 000 patients pour obtenir l'argent additionnel que le gouvernement leur donne. Mais ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que les patients vont avoir plus de services? C'est pas 500 000 rendez-vous, c'est pas 500 000 patients qui vont être vus, c'est 500 000 lettres qui ont été envoyées. Et en terminant, il faut quand même mentionner que selon la FMOQ, il manquerait environ 2000 médecins de famille au Québec. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Il manque de médecins de famille, mais qu'est-ce qui explique, Victor, que les médecins aient réussi à prendre en charge autant de monde en si peu de temps? Il y avait une prime au bout. Ah. Et c'est ça qui nous amène à être un peu sceptiques sur cette inscription massive. C'est qu'on sait que dans la dernière négociation avec les médecins de famille, il y avait une prime qui était directement rattachée à l'atteinte de cet objectif-là.
On verse la prime, mais est-ce qu'on sait s'il y aura véritablement accès? Ouais. Le temps va nous le dire seulement. Comment tu accueilles cette nouvelle, Elisabeth? Bien, c'est sûr que quand on voit le chiffre, on se dit que c'est une bonne nouvelle. Moi, Ouais. personnellement, dans mon entourage, je connais une tonne de personnes qui ont été prises en charge récemment. Là, par contre, c'est sûr que moi, de lire des choses comme on doit quand même appeler au GAP pour prendre un rendez-vous, ça n'a pas de bon sens. Pour moi, une prise en charge, ça veut dire je prends le téléphone, j'appelle à la clinique et on me donne un rendez-vous. C'est Pas ça. je passe par tout le chemin, là. Parce que là, on ne sait pas dans ce demi-million de personnes combien ont accès véritablement à un médecin de famille, ont un médecin de famille et les autres associés à un GMF. Là. Oui, la ministre de la Santé n'a pas voulu dire quelle proportion de Québécois avaient été attitrés à un médecin de famille et l'autre proportion qui allait être jumelée à un groupe de médecine familiale. Si on est jumelé au groupe de médecine familiale, c'est pas du tout les mêmes conditions. Je fais partie de ces patients et franchement, ça prend un appel à une centrale téléphonique. On est filtré, on doit attendre 24 à 48 heures avant de recevoir un retour d'appel. Ensuite, c'est filtré, dépendamment de notre souci de santé. On peut avoir un rendez-vous dans 2-3 semaines. Alors, c'est pas la même chose que si on avait un médecin de famille. Et c'est un problème à la fois par rendez-vous. Ouais. Donc, tu n'es plus dans ce groupe de patients orphelins, techniquement, parce que tu es associé. On est soi-disant plus orphelins, mais bon. Ça. Est-ce que tu as espoir, confiance, en fait, Pierre-Luc, que les gens vont réussir à avoir des soins de santé? Ça, c'est la grande question, parce qu'il n'est pas soudainement apparu plein de nouveaux médecins. Et là, dans mon cas, j'ai un médecin de famille. Et là, maintenant, il y a ces 500 000 nouvelles personnes avec qui je vais devoir le partager, et pas juste moi, là, tout le monde qui a un médecin de famille. C'est déjà long avoir un rendez-vous avec son médecin de famille. Des fois, c'est 1 mois et demi d'avance, 2 mois d'avance. Là, si on est encore plus à le solliciter, ça va être 3 mois. Je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que ça paraît très bien. Ouais. C'est des beaux chiffres, 500 000. Mais en même temps, il y a des patients, selon certains problèmes, qui vont avoir accès peut-être plus rapidement à une infirmière ou un infirmier praticien. Alors, au moins être soigné. Je pense que c'est ce que les Québécois veulent. On verra comment ça va se dérouler. Mais pour l'urgence, c'est déjà bon. Oui, en effet. Ce n'est pas 50% plus 1. Les propos de Mark Carney sur la majorité suffisante lors d'un référendum sur l'indépendance ne passent pas au Québec, même chez les partis fédéralistes. La première ministre, Christine Fréchette, a déclaré aujourd'hui que la règle du 50% plus 1 doit prévaloir. Même son de cloche chez les partis d'opposition. D'ailleurs, le député péquiste Alex Boissonneau a déposé une motion pour confirmer le droit de la nation québécoise à décider de son statut politique. Elle a été d'ailleurs adoptée à l'unanimité. Donc, c'est la loi 99 qui s'applique. 50 plus un vote. Ce sont les Québécois qui doivent choisir. La loi 99 est très claire. Il y a 2 partis souverainistes au Québec de toute évidence, mais il y a 5 partis politiques, je dirais, largement reconnus, et ils sont tous démocrates. Alors, on a tous été d'accord à dire que 50 plus 1, c'est la règle qui prévaut. Jacinthe, est-ce que tu es d'accord avec Mark Carney que ça prend plus que 50 plus 1 pour pouvoir gagner un référendum? Ben non. D'où on sort ça? Depuis quand que la majorité doit être au-delà de 50 plus un vote? Si on y va avec cette règle-là, à Mark Carney, c'est qu'on enlève ou on change le poids de chaque vote sur une balance. Parce que techniquement, si chaque vote a le même poids sur une balance, dès qu'il y a plus 1 d'un côté, ça penche d'un côté. Oui, mais Pierre-Luc, reste que si un référendum se termine avec une différence d'une seule voix, ça va être tout un cauchemar. Le pire des scénarios, je comprends. Moi, 50 plus 1, c'est dossier réglé. Je comprends même pas pourquoi on en reparle encore. Mais imaginez que ça arrive, le recomptage. Vraiment comme ça. Terrebonne, c'était de la petite bière là, à côté de ça, si on doit recommencer un référendum. Mais je peux comprendre Mark Carney de prendre cette position-là en ce moment, parce que c'est le premier ministre du Canada, évidemment, et du Parti fédéraliste. Alors, tous les arguments vont être bons pour lui. Exactement. Elisabeth, donc 50 plus 1, mais au lendemain d'un référendum gagnant, il y a pas mal de travail à faire, de négociation également. Oui, absolument. Parce que là, c'est pas. Si on fait un référendum demain matin puis on obtient 50 plus 1, ça ne veut pas dire que le surlendemain, on est devenu un pays. C'est pas comme ça que ça fonctionne, un référendum. Ça veut dire que le fédéral est obligé de négocier avec nous puis d'ouvrir des portes. Mais je veux juste dire à M. Carney de regarder, de faire attention lorsqu'il dit 50 plus 1, parce qu'il vient de perdre M. Guilbeault. Là. Il va tomber à 50 plus 1 bientôt, lui aussi. Là. On va en parler de M. Guilbeault. Victor, est-ce que le premier ministre
s'est pris au piège un peu aujourd'hui. Il est tombé dans un piège, parce que d'abord, ce débat-là a déjà eu lieu. Rappelez-vous de la loi sur la clarté référendaire au fédéral, avec cette fameuse majorité claire qui ne voulait absolument rien dire. Alors oui, moi je pense que c'est un piège et on laissera les gens compléter la phrase, parce que ultimement, c'est une question d'abord qui est complètement hypothétique. Le référendum en Alberta est sur la possibilité de faire un référendum. Celui au Québec n'existe pas. À ce moment-ci, il est tombé dans ce piège-là, et là maintenant, il devra vivre avec ses propres déclarations. Oui. D'ailleurs, cette semaine, il parlait de la loi sur la clarté référendaire pour la question en Alberta, alors que ça ne se prête pas pour celle-là. Parce que c'est une question pour une question. C'est compliqué quand même, tout ça. On va en reparler, c'est certain. C'est maintenant officiel, Éric Duhaime sera candidat dans Bellechasse lors des élections d'octobre prochain. Le chef conservateur croit que sa circonscription doit être près de l'Assemblée nationale. S'il a choisi Bellechasse, c'est qu'il croit qu'elle est favorable à sa formation. Selon lui, l'enjeu numéro 1 là-bas, c'est le 3e lien. Éric Duhaime se défend de faire du parachutage. Il dit que c'est la norme qu'un chef de parti change de circonscription. Jacinthe-Ève, est-ce que cette fois-ci est la bonne selon toi pour M. Duhaime? C'est un bon choix. C'est une circonscription qui est en région de la région de Québec, donc sur la rive sud de la région de Québec. Donc, c'est une région favorable au Parti conservateur. Il va rester à voir si cette circonscription sort plus fort que les circonscriptions de la Beauce, où on sait qu'il y a un appui très solide en Beauce. Donc, on lui souhaite que ça fonctionne pour cette 3e tentative. Parlant d'Éric Duhaime, vous savez, le chef conservateur a récemment affirmé qu'il refusait de dénoncer les propos homophobes qu'il reçoit, contrairement à son homologue libéral. Dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie, Charles Milliard, qui est lui aussi ouvertement gay, avait partagé quelques-uns des propos haineux et homophobes reçus sur les réseaux sociaux, dans le but de les condamner. On vous pose une question ce soir. Les politiciens doivent-ils dénoncer les propos homophobes qu'ils reçoivent? Ça fera l'objet de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On commence ça dès 22h30. À Ottawa, maintenant, Stephen Guilbeault affirme qu'il n'est pas le seul membre du caucus à être mécontent du revirement de la politique environnementale des libéraux depuis les élections de l'année dernière. C'est ce que le député libéral sortant et ancien ministre a dit en annonçant sa démission aujourd'hui. Il avait quitté, rappelez-vous, le cabinet en novembre après la divulgation de l'accord énergétique conclu entre Ottawa et l'Alberta. L'élu de Laurier-Sainte-Marie assure qu'il va continuer sa lutte contre les changements climatiques. Après presque 7 années à servir en tant que député de la magnifique circonscription de Laurier-Sainte-Marie, il est maintenant temps pour moi de trouver de nouvelles tribunes pour poursuivre le travail de ma vie. Je quitterai donc mon siège de député de cette Chambre plus tard cet été. Élisabeth, qu'est-ce que tu penses de cette décision de quitter le gouvernement Carney? Honnêtement, c'est tout à son honneur. Sincèrement, je trouve qu'on a tendance à dire souvent des politiciens, justement, qu'ils ne sont pas cohérents face aux positions qu'ils ont occupées dans le passé. Par exemple, Stephen Guilbeault est un grand défenseur de l'environnement depuis toujours. Il avait été critiqué quand il avait fait le saut en politique et il a réussi à maintenir sa crédibilité environnementale tout le long de son parcours politique. Là, il est au sein d'un gouvernement où l'environnement n'est vraiment pas une priorité. Il décide de quitter parce que c'est plus cohérent avec ses valeurs. Alors, chapeau à lui, sincèrement, d'avoir été fidèle à ses valeurs. Jacinthe-Ève, est-ce que tu es en accord avec la vision de Stephen Guilbeault sur les politiques environnementales de M. Carney? Je pense que M. Guilbeault a sauté aux conclusions rapidement parce que M. Carney envoie certains signaux, mais il y a une chose entre envoyer un signal et prendre une direction et s'engager dans la direction. Mark Carney est toujours bien l'auteur du livre Values. C'est quand même quelqu'un qui a à cœur l'environnement. Les changements climatiques font partie de ses préoccupations depuis toujours. Ça n'a pas changé. Alors, c'est pas parce qu'il envoie certains signaux, comme par exemple la suspension de la taxe carbone ou la construction du pipeline, ça peut être des signaux politiques. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'au bout de ces projets-là. Victor, comment tu trouves la façon de sortir de Stephen Guilbeault? Bien, M. Guilbeault répond, et Elisabeth l'a très bien dit, il correspond à ses valeurs et c'est tout à fait correct. Maintenant, pour le Parti libéral, il y a aussi une question de gouverner dans un contexte qui est très particulier. M. Carney le fait, oui, parce qu'il considère que le contexte économique est favorable. Il y a aussi une question d'unité nationale qui est réelle dans ce cas-ci. La situation de l'Alberta, on ne peut pas continuer à la jeter du revers de la main de cette façon-là. Donc, l'art de faire des compromis, c'est ça, gouverner. M. Guilbeault n'était pas prêt à en faire plus. C'est tout à fait correct qu'il parte. Et il y aura certainement d'autres tribunes pour continuer sa bataille. Oui, il reste encore un peu de temps. Là. Il reste quelques mois, ce qui permet qu'on fasse finalement une partielle en 2027 plutôt qu'en 2026. Oui. Notre sondage express en ce mercredi, ça porte sur l'accès au système de santé dont on vous parlait. Est-ce que vous avez été pris en charge, vous, par un médecin de famille depuis le début de l'année? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. D'ailleurs, pause.
D'ailleurs, après la pause, on va se rendre en direct devant le Centre Bell, mesurer un peu le moral des troupes. C'est la troisième période qui commence dans quelques instants. C'est toujours 3-0 pour Hurricanes. Alors, est-ce que vous avez été pris en charge par un médecin de famille depuis le début de l'année? Vous avez répondu oui à 20 non à 80 Il reste pas mal de gens, donc, qui attendent d'avoir un médecin ou GMF. Bon, on savait que ce serait difficile pour les Canadiens ce soir à Montréal, mais ils se sont carrément... ils se font carrément dominer là, par les Hurricanes. Le match est toujours en cours. On est en troisième période, début de troisième période en ce moment. On va aller rejoindre ma collègue Lily Mercure aux abords du Centre Bell. Bon, rien ne va plus pour le CH, Lily. Hein? Et le pire, là, c'est qu'il pourrait faire face à l'élimination dès vendredi. Là. Oui, et ça va vraiment pas bien parce que, comme tu le dis, Michel, si le Canadien perd le match ce soir, pourrait faire face à l'élimination et il se fait complètement dominer ce soir par les Hurricanes, la Caroline. Écoute, ici, là, il y a beaucoup de déprime, il y a beaucoup de mines basses, les gens sont tristes. C'est comme ça depuis le début. Là, bon, on voit quand même un regain ici avec la troisième période qui a commencé. On a des fans ici. Comment on se sent là, avec le début de la troisième période? On reste optimiste, là, on reste optimiste. On est un peu nerveux, mais là, on va marquer, on y croit. Vous croyez, là, vous avez de l'air confiant. Ouais. Comment vous trouvez le jeu des joueurs? Quoi? Comment vous trouvez le jeu des joueurs? Je pense qu'il joue bon, mais elle doit tirer un peu plus parce que maintenant, on est battu sur des tirs. Ouais? Ouais. Mais vous restez quand même optimiste, hein? Oui, on reste optimiste. On reste optimiste pour la fête de Dobesch. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Oui. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de Jacob Dobesch ce oui. soir. 25 ans aujourd'hui. Oui, c'est pas rien, 25 ans. Et j'ai parlé à plusieurs partisans qui m'ont expliqué pourquoi c'est important d'être ici ce soir. On peut les écouter. Même si ça prend mal, il faut les encourager pour être là pour eux autres. Il n'y a pas meilleure ambiance qu'ici, là. C'est la meilleure place pour écouter. On a une des équipes les plus jeunes dans la ligue, puis on est déjà où on est rendu. C'est déjà une grosse étape. On est déjà quand même en conférence, presque, en finale de conférence. Moi, je pense qu'on va se ramener pour les prochaines quelques années, puis je pense que ça va aller bien pour vrai. On va encourager nos Canadiens à 100 %. Surtout, on s'est mis, personnellement, pendant les séries, on s'est mis au hockey. C'est comme, on veut encourager notre équipe, on veut qu'elle se rende le plus loin possible. Écoute, ça prendrait un miracle pour une victoire pour le Canadien à ce point-ci, mais c'est pas impossible parce qu'il reste quand même 17 minutes à la troisième période. Les fans restent quand même optimistes. Tu l'as entendu. Donc, on reste ici, on reste sur place. On peut y croire. Les Hurricanes ont fait 3 buts en quelques minutes. Pourquoi le Canadien ne le ferait pas? En tout cas, espérons-le. Merci beaucoup, Lily. Parce qu'on ne tire pas. On ne tire pas assez. Merci, Lily. Tu sais, ce soir, on se disait, ça passe ou ça casse. Il reste que vendredi, il reste un autre match là, qui pourrait être le dernier ou pas. Parce que si le Canadien gagne vendredi, ça ferait une différence quand même. Je trouve, Michel, que ton positivisme correspond à celui des partisans devant le Centre Bell. Moi, j'espère que le souper qu'ils vont payer à Jacob Dobesch ce soir sera meilleur que la performance à la glace parce que, honnêtement, il n'y a plus de gaz dans le réservoir. C'est ce qu'on voit. Puis j'ai des amis qui sont au Centre Bell qui m'ont écrit tout le long de la game en disant il n'y a pas d'énergie. Alors, tu le vois, à un moment donné, il semblerait qu'on est arrivé au bout. Oui. Toi, tu es un supporter juste de série, hein? C'est moi, ce que je suis j'ai comme compris. Un faux fan des Canadiens, mais là, je me surprends de me faire embarquer par la fièvre des séries. Là, je fais mes courses, puis là, je suis comme, je pourrais peut-être m'acheter un petit chandail des Canadiens. J'ai jamais pensé que je serais cette personne-là un jour. C'est ça. Attends. Oui, mais ça sent la coupe. Mais on le voit vraiment depuis la dernière défaite. L'ambiance n'est plus pareille à Montréal. On y croit, mais on ne le crie pas. Moi, je pense aux gens qui ont payé 4 000 leur billet pour être au Centre Bell ce soir. Tu te dis, mon Dieu, c'est pas le spectacle qu'on avait espéré. Mais je pense qu'on bat des records en ce moment en termes de lancers au filet, à quel point on n'en fait pas beaucoup. Puis moi, je pense encore, vous vous souvenez, le dernier match contre Tampa Bay en première ronde, je pense qu'on avait lancé 9 fois au filet. On avait réussi à gagner quand même. Alors, l'espoir n'est pas mort. Non, c'est ça. On ne va pas les envoyer au golf tout de suite. Là. On ne sait jamais. Vendredi. Là, c'est fini, là, vendredi? Bon. Mais quand même, là, mettons que ça se finit vendredi. Là. On peut quand même dire que ça aurait été un printemps quand même assez intéressant là, à Montréal, entre autres, et au Québec. Oui, on n'était pas certains personnes au début de la saison qu'on ferait les séries. Donc, c'est une grande joie pour tout le monde. On était surpris de match en match, d'étape en étape, de se rendre si loin que ça dans les séries. Donc, ça fait du bien. Puis ça nous donne peut-être un regain de fraîcheur pour l'année prochaine. Parce que, mais maintenant, tout est possible. On peut croire qu'on va faire des séries encore. Non, c'est ça. J'allais dire, ceci dit,
impressionnez-nous. Hein? Essayez d'aller remporter cette partie-là. Faites-nous mentir, pourquoi pas. Ben, faites mentir Victor, parce que moi, je crois en Si vous avez des commentaires, voyez mon adresse. Et n'oubliez pas, il y a Crave, hein? Vous pouvez nous regarder en direct ou en rattrapage là-dessus. La guerre au Moyen-Orient semble loin d'être terminée. Le président américain a déclaré aujourd'hui qu'il ne veut pas bousculer les choses pour en arriver à une entente. Donald Trump dit ne pas être satisfait des propositions iraniennes. Par ailleurs, l'Iran et Oman négocient pour trouver un mécanisme de gestion du détroit d'Ormuz. Selon un haut responsable iranien, la circulation dans la voie navigable ne sera plus jamais la même. Mais le président Trump a répliqué que personne ne doit contrôler ce détroit. Et là, au même moment qu'il se passe ça, il y a des travailleurs qui sont à pied d'œuvre à la Maison-Blanche pour construire un octogone temporaire. C'est en vue d'une importante compétition d'arts martiaux mixtes qui aura lieu le 14 juin, soit le jour du 80e anniversaire du président américain. Événement qui va coûter, tenez-vous bien, 60 millions de dollars américains. L'ensemble des frais sont assumés par la UFC. 4 500 invités vont pouvoir prendre place sur le terrain de la Maison-Blanche et jusqu'à 100 000 autres vont pouvoir suivre les combats sur écran géant dans un parc pas très loin. On va commenter ça. D'abord, Victor, qui croire en terrain à Washington concernant l'ébauche d'accord de paix, parce qu'on entendait qu'il y en avait un à un moment donné au cours des dernières heures. Je ne peux pas croire que je vais dire ça, mais j'ai tendance à croire Téhéran plus que Washington en ce moment. Les versions sont très contradictoires d'un bord et d'autre. Une chose est claire, c'est que ce que l'on entend, c'est qu'il y a encore des conversations. Je pense qu'il faut rester basé là-dessus. Oman joue son rôle, les conversations sont en cours maintenant. Qu'est-ce qui va sortir de là? Honnêtement, celui qui veut faire des prédictions me semble aimer le risque de façon extrêmement forte parce que c'est très difficile de prédire ce qui va arriver en ce moment. Parlons de cet événement qui va avoir lieu pour les 80 ans de M. Trump. Est-ce que tu trouves ça contradictoire, Jacinthe, d'organiser un événement comme celui-là alors qu'on essaie de régler une guerre en même temps? Ça semble contradictoire, mais Donald Trump et son administration s'inscrivent dans une nouvelle ère, une façon de faire la politique très spectaculaire, très populaire aussi. Donc, ils veulent rester proches du peuple, rester proches des gens. Et cette idée de faire de la mise en scène aussi a fait à noter dans un environnement où on va mettre de l'avant le combat. C'est une façon aussi de revendiquer cette posture forte américaine, cette posture de combat. Symbolique, en quelque sorte. On lance un message. Élisabeth, est-ce que ça te surprend quand ce genre de combat-là ait lieu et organisé à la Maison-Blanche? Bien, ça me surprend pas de Donald Trump, mais ça me rentre pas dans la tête qu'à côté de la Maison-Blanche, tu vas avoir un octogone où on va pratiquer les arts martiaux mixtes, qui est un sport excessivement violent, sanglant, controversé aussi, qui fait pas l'unanimité. C'est une image qui est un peu bizarre pour moi. Oui, bon. À suivre. Ces deux dossiers-là qui sont assez importants. Voilà comme on a vu l'actualité à vos cellulaires, tablettes, place au grand débat. On va parler des propos homophobes que reçoivent certains de nos politiciens. Ça commence dans 30 secondes.